merci à tous les participants. Comme on est nombreux, plutôt que prendre la parole, il y aura bien entendu la possibilité de poser des questions, mais par écrit. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser donc à travers le chat. Moi, je les recommuniquerai à nos deux invités, que je salue, que je remercie. C'est notre donc deuxième webinaire organisé par Agriculture et Environnement. Le premier a très bien fonctionné. Nous avons donc décidé d'en faire un deuxième en prenant les mêmes acteurs, vu que ce sont deux grands spécialistes des questions que nous allons aborder. En fait, cette fois-ci, il n'y aura qu'une question. Mais avant ça, on va juste, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Sylvain, qui es-tu pour nos invités? Pardon, Carole, je vous vole la Ça, priorité. c'est Gilles, hein. Sylvain Et depuis Peltrou. l'égalité homme-femme, je commence toujours par les hommes. Voilà, le plus important arrive en second. Donc, Sylvain Peltrou, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement. Ça fait 20 ans que je pratique ce métier. Je suis associé au sein du cabinet Richelieu Avocat. Donc voilà, et donc évidemment, on suit avec très grand intérêt les évolutions de l'introduction du droit de l'environnement dans l'agriculture et enfin, les impacts de l'un sur l'autre. Donc je suis tout à fait ravi que Gilles nous offre aujourd'hui le micro. Merci à lui. Eh bien, de mon côté, donc Carole Hernandez-Aquin, je suis docteur en droit de l'environnement appliqué à l'agriculture, ça depuis de nombreuses années, et je suis actuellement consultante, experte sur ces différentes questions en lien avec l'agriculture et l'environnement. Voilà, et je suis évidemment avec attention tout ce qui se passe en ce moment autour de la LOA. Alors, nous allons donc presque faire de l'exégèse biblique, je dirais, puisqu'on va prendre une phrase de ce projet de loi agricole sur lequel nous allons discuter. Pas sur tout le reste du projet, mais vraiment, on va se concentrer sur l'article, la modification de l'article 1, qui introduit la notion d'intérêt général dans l'agriculture. Donc le texte, je vous le lis rapidement, ces trois lignes. L'agriculture, la pêche et l'aquaculture sont d'intérêt général majeur en tant qu'elles garantissent la souveraineté alimentaire de la nation qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux. Donc on va voir exactement ce que ça veut dire, mais avant ça, moi je voudrais quand même, pour les gens qui ne connaissent pas trop le droit, notamment moi, mais certains de nos invités, bien entendu, j'aimerais demander à Sylvain, c'est quoi l'intérêt général? C'est quoi l'intérêt général majeur? Voilà, quelles sont les conséquences d'avoir ce genre de trucs, pas pour l'agriculture, mais en général pour l'action de l'administration? En quoi ça change les choses? Merci Gilles. Alors la première chose, j'ai essayé de retrouver une définition qui semblait à peu près objective et donc pour être très basique, je suis allé trouver dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu et qui nous dit que l'intérêt général selon lui, c'est ce qui est pour le bien public à l'avantage de tous. Donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, ça reste une définition extrêmement large. Et donc, du coup, il faut voir surtout quelles sont ses conséquences, parce que c'est un intérêt en fait qui a un double sens. Il a à la fois un sens politique et un sens juridique. Donc, le premier, si je reviens sur le politique, c'est ce qui légitime le pouvoir, en fait. L'action du pouvoir politique, en fait, doit s'inscrire dans un but d'intérêt général. Donc, ça, c'est un point important. On y reviendra tout à l'heure sur les problématiques donc des lois qui sont rédigées et dans le contrôle que le Conseil constitutionnel en fait. Voilà, donc il y a ce premier volet, je dirais, de l'intérêt général, qui est un volet politique. Le second, et qui nous intéresse encore plus ici, c'est en droit administratif. L'intérêt général est véritablement le fondement de l'action de l'administration. Donc ça, c'est vraiment un point important. On part du principe que l'administration remplit une mission particulière qui va être liée à la satisfaction de l'intérêt général. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, elle peut, entre guillemets, bien sûr, tout faire dès lors que c'est dans l'intérêt général, mais à la seule condition, et c'est aussi la limite de son pouvoir, que ce soit dans la satisfaction de ce même intérêt. Et c'est là où on va retrouver justement un fameux contrôle de légalité qui lui-même sera fondé sur cet intérêt général. Et donc, de temps en temps, on va considérer qu'en fait, l'intérêt général n'aura pas été rempli, et donc ce sera une cause d'illégalité de l'action d'administration.
Et dans d'autres, évidemment, on considérera que l'intérêt général a été rempli, et donc ce sera la cause de la légitimité, pardonnez-moi, de l'action de l'administration. Donc on le voit ici, c'est vraiment un point absolument cardinal. Si on reprend sur l'aspect démocratique, le contrat social fait qu'on consent à déléguer nos pouvoirs à l'administration et au pouvoir politique, parce qu'on considère qu'il va remplir un but d'intérêt général mieux à même que nous-mêmes le ferions individuellement. Donc il y a vraiment une gestion collective de cet intérêt général. Donc on verra Alors, après quelles sont les répercussions sur le contrôle de avant de constitution. poser la question à Carole dans le domaine agricole, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas agricoles pour lesquels l'intérêt général a été, enfin, qui est d'intérêt général et qui est considéré comme intérêt général déjà aujourd'hui? Pour toi, Oui, Sylvain. oui. Ah, Oui. pardon, pour moi. Oui, 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 oui. oui, pardon. Après, je te demanderai à Carole sur la question de l'agriculture. Donc, je ne parle pas d'agriculture, sur d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui sont considérés comme intérêt général? Oui, oui, bien sûr. Bah, alors déjà, on a un point majeur, en fait, c'est que la protection de l'environnement, par exemple, fait partie des intérêts généraux à poursuivre, au même titre que d'autres. Mais donc ça, on le verra tout à l'heure. Très tôt, en fait, la protection de l'environnement a été reconnue comme étant d'intérêt général. Donc, ce qui est assez intéressant, encore une fois, on le reverra tout à l'heure, c'est la confrontation, en fait, quand vous poursuivez des intérêts généraux différents. Quel est finalement celui qui va primer? Est-ce qu'on les traite à égalité, ou est-ce que l'un pourra prendre le dessus de l'autre? Et en sus de l'intérêt général de tel ou tel secteur, on pourra aussi reconnaître les libertés fondamentales. En fait, quel est l'impact de l'intérêt général sur l'exercice des libertés fondamentales reconnues? Donc ça, c'est aussi Non, moi, ma question, c'était plus, est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité que tu connais qui sont déjà considérés comme intérêt général? C'est ça ma question. D'autres secteurs, pas l'environnement, mais je sais pas, l'industrie de l'armement, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont déjà considérés comme intérêt général? La défense, alors je ne les ai pas tous en tête, mais oui, oui, la défense doit mécaniquement faire partie de cela, la sauvegarde du territoire et d'autres éléments. Je ne les ai pas tous en tête, mais oui, oui, bien sûr, c'est pas le seul. L'agriculture n'est pas le seul à avoir vocation à être d'intérêt général, évidemment. Alors, Carole, donc, si j'ai bien compris, tu t'es penchée sur cette question depuis déjà un certain nombre d'années et Mm. tu as considéré qu'il serait donc intéressant, comme d'autres secteurs, de mettre l'agriculture comme intérêt général. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur d'où vient cette réflexion et pourquoi tu estimes que finalement l'agriculture remplit les conditions pour être d'intérêt général? Mm. En fait, je vais faire suite à ce que vient de dire Sylvain, c'est-à-dire que l'intérêt général, il est au cœur de toute façon de notre société et de l'État moderne, hein, depuis la Révolution française. Donc en fait, cet intérêt général, il se constate, il évolue en fonction des besoins de la société. Donc en réalité, il n'y a même pas besoin de l'écrire dans une loi. C'est-à-dire que l'État, sa raison d'être, c'est de défendre l'intérêt général. Donc dès lors qu'il intervient, c'est qu'il a une raison d'intérêt général. Simplement, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait des intérêts généraux qui n'étaient pas évidents. Quand tu dis, par exemple, quels sont les secteurs d'intérêt général, j'ai envie de te répondre, tout le secteur économique est d'intérêt général et on le voit bien, hein, dans les différents textes et différentes décisions de jurisprudence que ce secteur économique, il a son importance, évidemment. Mais ce qui s'est joué à un moment donné, Sylvain a commencé à le dire, c'est qu'en 1976, la protection de l'environnement a été considérée comme étant d'intérêt général majeur. Et c'était la première fois que le législateur se donnait la peine d'intervenir de façon très ferme pour reconnaître un secteur comme étant d'intérêt général. Et ce qu'il y a d'intéressant, j'insiste sur ce qui s'est passé en 76, le texte a été porté sous le gouvernement de Giscard d'Estaing, donc par Premier ministre Jacques Chirac, mais tout le monde a voté en faveur de ce texte qui reconnaissait l'intérêt général qui s'attachait à la protection de l'environnement, en considérant qu'effectivement, dans le futur, il allait être de l'intérêt de l'ensemble de la société de protéger cet environnement. Donc, en 76, il y a eu des débats parlementaires très forts pour défendre cet intérêt général qui n'était pas évident en 76. Hein. Pour ceux qui étaient déjà là en 76, l'environnement, ce n'était pas une vraie préoccupation de la société. Mais il y a eu des débats parlementaires très forts, ce qui veut dire que dès le départ, l'administration a eu comme signal très fort
de s'intéresser à la protection de l'environnement, les juges également, et la société dans son ensemble a eu un cours de pédagogie incroyable sur le registre, il faut protéger l'environnement. Donc ça a servi à ça. Mais en 76, on va être honnête, tout le monde s'est dit, mais pourquoi faire ça? À quoi ça va servir? Et pendant des années, le Conseil d'État, par exemple, a été qualifié de meilleur ennemi de l'environnement. Parce que effectivement, ce sujet-là n'était pas saisi par les tribunaux. J'insiste là-dessus parce que la réflexion pour l'agriculture, vous allez voir, en découle. Mais quand même, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu un intérêt juridique pour cet objet particulier qui était l'environnement. On est presque 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, et je pense que Sylvain y reviendra, on a cranté dans la protection de l'environnement dans le cadre de cette hiérarchie des normes, puisqu'on a la protection de l'environnement, y compris dans la Constitution française. Mais au départ, et c'est ça qui est important au départ, il a bien fallu poser la première pierre de cet intérêt juridique pour l'environnement qui a été l'intérêt général. Vous l'avez compris, et pour ceux qui me connaissent, ça fait très très longtemps que je travaille le droit de l'environnement, que je vois sa construction, que je vois sa façon de faire. Et je vois aujourd'hui dans les territoires de plus en plus de préfets, par exemple, qui ne considèrent même pas l'intérêt de l'agriculture dès lors qu'ils doivent prendre des décisions en matière environnementale. Parce que ce sujet environnemental, en réalité, est en train de primer sur cet intérêt agricole. Du coup, la réflexion que j'ai menée, ça a été de dire, mais comment redonner une place politique, une place administrative, contentieuse, juridique à l'agriculture? Eh bien, en repartant du commencement, c'est-à-dire redonner du sens à cette action à la fois administrative et contentieuse, en reconnaissant que la protection de cette agriculture doit être déclarée d'intérêt général. Alors, le majeur, on y reviendra après, pour l'instant, je le mets de côté, mais du coup, mon point de départ, c'est ça, pour redonner et pour donner en fait à l'agriculture des armes juridiques suffisantes pour revenir sur le devant de la scène du droit, il faut lui reconnaître cette valeur officielle et explicite d'intérêt général. Ok, maintenant j'aurais une question à vous deux. Peut-être que vous avez d'ailleurs des avis pas nécessairement tout à fait les mêmes. Ma question, c'est oui, ok, intérêt général, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur? Là, pour l'instant, on parle d'une loi agricole. Donc, quelle peut être la valeur d'une loi agricole, même si elle est bien formulée, face à des principes de valeur constitutionnelle, comme par exemple, justement, parce que non seulement l'environnement est quelque chose qui est d'intérêt général, mais c'est inscrit dans la Constitution. Donc, face à la force, la puissance d'une valeur constitutionnelle, finalement, est-ce que le fait d'inscrire dans une loi, ça peut changer quelque chose? Alors, d'abord peut-être Sylvain et après Carole, comme ça tu pourras Moi, répondre peut-être. je le ferai à l'envers parce qu'en Alors, ok. réalité, on n'est pas opposés, on est complémentaires. J'ai envie de dire que moi, je pose un socle aujourd'hui. Maintenant, il y a des questions juridiques à se poser très clairement pour demain et pas dans 50 ans. Et ça, c'est Sylvain qui va poser les bonnes questions. Ok, D'accord? alors vas-y. Donc, j'insiste là-dessus. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est historique en droit, qui est de reconnaître explicitement que protéger l'agriculture est d'intérêt général. Alors, effectivement, Gilles, c'est une loi agricole qui le dit. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'en 76, c'était une loi environnementale qui a reconnu qu'il fallait protéger l'environnement au nom de l'intérêt général, à une époque où le droit de l'environnement n'existait pas. Il n'y avait pas de code de l'environnement. Il n'y avait rien. Ça a été la colonne vertébrale de la construction d'un nouveau droit. Donc, pour répondre à ta première question, il est nécessaire d'inscrire dès aujourd'hui cette protection de l'agriculture dans une loi, qu'elle soit agricole ou autre, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est d'intégrer cette écriture dans l'article 1er du Code rural. Et là, on construit une nouvelle colonne vertébrale pour le Code rural qui, je vous le rappelle accessoirement, découle du Code napoléonien de 1804, de textes qui ont été adoptés après-guerre et de lois, on va dire, structurantes des années 60. Je me dis qu'on est en 2024 et qu'il est temps de donner un nouveau souffle au Code rural. Et pour ça,
on pose la première pierre, je le répète, qui est la protection de l'agriculture d'intérêt général. Deuxième élément, une fois que c'est dit, l'approche est transversale. Ça s'impose à toutes les administrations. L'État, dans son ensemble, doit veiller à la protection de l'agriculture. Ça veut dire que les préfets qui ont, au titre de l'article 72 de la Constitution française, l'obligation de veiller à la protection des intérêts nationaux et donc généraux, ces préfets vont être obligés de tenir compte de cet intérêt général. Alors bien sûr, nos amis les préfets vont attendre une instruction ministérielle pour leur préciser la chose. Ce qui m'amène au troisième élément, c'est-à-dire que c'est très bien de l'inscrire dans la loi. Ensuite, ça va être codifié dans l'article 1er du Code rural, mais ensuite, il va falloir décliner cet intérêt général. Donc, je pense qu'on va y revenir. Le décliner, c'est-à-dire proposer des articles dans cette LOA pour modifier le code rural, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, le code pénal, etc., pour donner corps à cet intérêt général, mais on pourra y revenir ensuite. Et après, bien entendu, il va falloir réformer la façon de travailler de notre administration pour que toutes les administrations aient un point d'intérêt à protéger l'agriculture. Donc ça, c'est pour moi la première pierre. Après, Sylvain va pouvoir effectivement pointer du doigt quelques petites, difficultés à surmonter, je le répète, non pas dans 50 ans, mais très rapidement. Merci, merci. Alors, en fait, ce que je pense, je reviens quand même, je le relis, mais c'est pas grave. La répétition fait aussi partie de la pédagogie, mais le texte est assez intéressant. L'agriculture, la pêche et l'aquaculture sont d'intérêt général majeur en tant qu'elles garantissent la souveraineté alimentaire. Ça, faut quand même bien avoir en tête que le projet aujourd'hui lie l'agriculture, pêche et aquaculture évidemment, mais à la souveraineté alimentaire. Et ils nous disent aussi qu'ils contribuent à la défense de ces intérêts fondamentaux. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et pardon, hein, je reprends juste ça, mais c'est quand même assez... parce que la vraie bonne nouvelle, il faut quand même dire les choses, c'est qu'on a effectivement une reconnaissance assez majeure du rôle de l'agriculture. Et quand on prend les intérêts fondamentaux, on vous dit, alors je reprends le même cornu, hein, mais ça vous donne un certain nombre d'objectivité, c'est ensemble des valeurs proclamées par la loi comme essentielles à la nation, son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, etc., etc. Donc on le voit bien, là, dire que la souveraineté alimentaire est faite par l'agriculture et qu'elle contribue aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est quand même un pas assez majeur. En tout cas, c'est une reconnaissance absolument fondamentale. Alors, me semble-t-il qu'il est nécessaire de souligner. Les intérêts fondamentaux de la nation, ça n'est pas rien. On verra après comment le Conseil d'État a, lui, apprécié cela, mais ça me semble important de le dire. Il y a un autre point aussi que je voulais clarifier par rapport au propos liminaire de Carole. Aujourd'hui, si on doit, donc, encore une fois, la revue de Gilles s'appelle Agriculture et environnement. Donc, je pense que l'objectif ici, c'est bien de lier les deux et non pas de les opposer l'un à l'autre. Mais malgré tout, il va quand même falloir qu'on regarde l'article fondateur du Code de l'environnement d'un côté et celui qu'on nous propose comme article fondateur du Code rural. Et si on regarde, parce que l'environnement, c'est un peu vague, si vous voulez, enfin, la définition, chacun a un peu la sienne. Et si on regarde le premier article du Code de l'environnement, on comprend ce que c'est, les espaces, ressources et milieux naturels, terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité, donc en gros c'est ça l'environnement, font partie du patrimoine commun de la nation. Et donc là c'est assez intéressant parce que du coup on va avoir, ça on y reviendra, hein, mais on a l'agriculture qui participe à la souveraineté alimentaire et aux intérêts fondamentaux d'un côté, et de l'autre on a le patrimoine commun de la nation. Et donc la question qu'on va se poser ici, enfin en tout cas dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, c'est qu'est-ce que le Conseil constitutionnel qui est en charge du contrôle des lois va faire de cette reconnaissance d'intérêt général majeur. Sur la notion de majeur, moi je laisserai Carole venir dessus, parce qu'évidemment c'est intérêt général un peu au-dessus des autres, voilà, mais il faudra quand même aussi qu'on clarifie ça. Et ce qui est intéressant, si on reprend le rôle du Conseil constitutionnel, qui encore une fois va analyser les lois, lui, son objectif, c'est de confronter la loi au bloc de constitutionnalité. Et ce qui est intéressant, un point quand même à noter, on parle d'intérêt général, il n'y a aucun élément du bloc de constitutionnalité qui ne parle d'intérêt général. Ça, c'est un point assez intéressant. Donc, on se dit, du coup, l'intérêt général ne fait pas partie des éléments du contrôle du Conseil constitutionnel. Mais en réalité,
le Conseil constitutionnel a fait une création prétorienne et il s'est emparé de cet intérêt général pour précisément contrôler la loi. Et donc, il en a déduit, ce fameux Conseil constitutionnel, qu'il y avait une obligation pour le législateur de justifier que son action poursuivait bien un objectif d'intérêt général. Donc, on le voit bien, c'est là où la loi, finalement, même si on parle de bloc de constitutionnalité qui donc est supérieur à la loi, on le voit quand même, le Conseil constitutionnel va appréhender l'intérêt général pour savoir si le législateur a correctement fait son travail ou non. Et donc, encore une fois, je le répète, hein, il y a une obligation, selon le Conseil constitutionnel, pour le législateur de justifier que son action poursuive un objectif d'intérêt général. Et donc, encore une fois, de ce point de vue-là, c'est vraiment, me semble-t-il, une belle avancée. Après, la difficulté qu'on a, c'est ce que je dis systématiquement, quand on a des lois distinctes, elles protègent des intérêts différents. Donc, encore une fois, le Code de l'environnement va protéger l'environnement de façon basique, et le Code rural va protéger comment ça s'appelle, l'activité agricole notamment, et tout le reste. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour finalement rendre les deux compatibles, ou quel est celui qu'on fait primer quand les deux sont en contradiction? Ce qu'on voit, c'est que en 2020, en fait, le Conseil constitutionnel avait expressément reconnu la valeur constitutionnelle de la protection de l'environnement. Et c'est là où on voit tout de suite l'écueil d'une loi qui reconnaît l'agriculture comme un intérêt général. Finalement, on a la protection de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle, pas encore l'agriculture. Peut-être que ça viendra, c'est peut-être un premier pas vers cette reconnaissance constitutionnelle. À ce stade, elle ne l'a pas. Et elle l'a d'autant moins qu'en fait, on vous dit que l'agriculture contribue à la souveraineté alimentaire qui, elle, fait partie des intérêts fondamentaux de la nation. Donc, ce n'est pas l'agriculture en tant que telle, c'est la souveraineté alimentaire qui est vue comme un intérêt fondamental de la nation. Donc, une fois qu'on a cela, comment est-ce qu'on va rendre compatible finalement l'agriculture et l'environnement? Donc, ce que je vous disais à l'instant, la protection de l'environnement avait déjà été reconnue, ça c'est Carole l'a dit tout à l'heure, comme un but d'intérêt général. Donc ça, c'est un point fondamental du Conseil constitutionnel. Il est allé plus loin en disant que ça faisait partie du bloc de constitutionnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel considère que cette valeur constitutionnelle peut justifier l'atteinte à des libertés qualifiées, selon lui, de second rang. Et c'est notamment toutes les libertés économiques, et dont la liberté d'entreprendre, par exemple. Donc on a vraiment cette valeur très supérieure, avec derrière des libertés qu'on considérera comme de second rang. Et on a deux conséquences à cela. La première, c'est que le législateur a l'obligation de protéger l'environnement en vertu d'une exigence constitutionnelle. Et la seconde conséquence, je viens de vous le dire, vous le sous-entendez, c'est que le législateur a la possibilité de restreindre certaines libertés au nom de ces mêmes objectifs de protection de l'environnement. Et donc finalement, la question qu'il va falloir qu'on se pose avec ce projet de loi, et cette loi, si elle est promulguée, c'est comment est-ce qu'on va concilier l'intérêt général de la protection de l'environnement avec l'intérêt général majeur de l'agriculture, et donc de la souveraineté alimentaire. Et donc si je résume en regardant l'article fondateur du Code de l'environnement et celui qu'on nous propose pour le Code rural, on va voir finalement le patrimoine commun de la nation, l'environnement, versus, alors on espère plutôt à côté ou avec, la souveraineté alimentaire de la nation. Et donc finalement, la question c'est qui gagne, qui prime, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire primer quand les deux sont en contradiction? Ça, c'est vraiment un point vraiment, vraiment capital qu'il faudra qu'on se pose à terme. Comment est-ce qu'on met en balance ces deux intérêts généraux, dont l'un, encore une fois, est reconnu à valeur constitutionnelle. Donc, il y a déjà un petit avantage, si je puis dire. Est-ce que Gilles, je peux rajouter quelque chose? Parce que pour compléter ce que vient de dire Sylvain, vous voyez bien que ce qui se joue aujourd'hui, je l'ai dit, pour un coup, c'est historique et c'est pas galvaudé. Et c'est un point, c'est vraiment le moment de se dire dans quoi on bascule. On nous a parlé de bifurcation, on peut basculer aussi. Dans quoi on bascule? Est-ce qu'on continue la dynamique qui est très très claire, hein, en droit, c'est très clair. On va aboutir incessamment sous peu à une reconnaissance par principe, de la primauté de la protection de l'environnement sur tout le reste. On a vu dernièrement une tentative de modifier la Constitution française pour modifier son article 1er pour inscrire que la République devenait écologique. Et le Conseil d'État, dans son avis, a très clairement dit « Je demande en fait à l'État, de préciser si via cette proposition de modification de la Constitution, la protection de l'environnement et du climat l'emporte sur tous les autres intérêts généraux et les libertés individuelles. » La réforme de la Constitution n'est pas allée jusqu'à son terme, donc elle a été abandonnée. Mais néanmoins, et c'est ce que dit très précisément Sylvain,
on voit bien que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel sont tentés, en fait, à chaque fois de cranter dans cette protection juridique de l'environnement. Si on laisse faire comme ça, on va arriver à une primauté de principe. Là, en inscrivant que cette agriculture, la protection de l'agriculture est d'intérêt général, s'inscrit dans ces intérêts fondamentaux de la nation, c'est une façon de dire aux juges, il va falloir se livrer à une appréciation au cas par cas de cet équilibre ou pas à trouver entre la protection de l'environnement, la protection de l'agriculture. Donc en fait, écrire, reconnaître cet intérêt général pour l'agriculture, c'est remettre sur le devant de la scène la question de l'équilibre à trouver entre l'agriculture et l'environnement. Parce que comme le dit Sylvain, nos propos ne sont absolument pas de dire qu'il y aura une primauté systématique d'une agriculture qui renoncerait à la protection de l'environnement. Ce n'est pas vrai. Cette reconnaissance d'intérêt général, elle a comme finalité de mieux protéger l'agriculture qui, je vous le rappelle, historiquement et juridiquement, est fondée sur les libertés de propriété et d'entreprendre, ce qui est une faiblesse aujourd'hui, puisque ce sont des libertés, je suis d'accord avec Sylvain, de toute façon de rang secondaire. Donc, si on veut protéger l'agriculture juste en s'appuyant sur les libertés premières de la Déclaration des droits de l'homme, on a perdu d'avance. C'est comme ça. Donc, il faut trouver un autre moyen de rééquilibrer cette approche économique et environnementale. Mais, pardon. Alors, juste, pour les gens qui écoutent, n'hésitez pas donc à poser vos questions à travers le chat, donc discussion, donc vous avez un petit onglet en bas pour m'envoyer les questions. Avant ça, j'aurais voulu demander quand même à Carole, mais est-ce que face à ce défi que je comprends qui est énorme, est-ce que le texte tel qu'il est écrit dans la proposition de loi, qui peut encore heureusement être modifiée puisqu'elle va être discutée, est-ce que d'après toi, ça va, il est suffisamment bien rédigé ou il est assez costaud ou bien tu penses quand même qu'il pourrait être, qu'il pourrait être amélioré pour donner plus de poids pour plus tard? Alors, à mon avis, peut mieux faire. Alors, peut mieux faire parce que quand tu as lu le texte, tu as dit tout à l'heure, alors d'ailleurs, il faudra qu'on en discute, la pêche, l'aquaculture d'intérêt général comme l'agriculture, il manque l'élevage. Si on veut aller jusqu'au bout de cette dynamique agricole, il ne faut quand même pas oublier l'élevage dans tout ça. Mais en termes d'écriture, c'est l'agriculture est d'intérêt général. Alors, l'intérêt général est quand même à manier avec précaution. Parce que quand on écrit que l'agriculture, donc une activité économique, est d'intérêt général, on considère finalement, on pourrait considérer qu'elle est un service public. Elle n'est pas un bien public. Alors là, je sais, Gilles, que je vais te perdre et ça, ce n'est pas l'objectif, mais il faut veiller à ne pas laisser croire que l'agriculture devient un secteur public. Ce n'est absolument pas l'idée. Donc, il faut écrire comme c'est écrit. Alors, tout à l'heure, tu disais, mais qu'est-ce qui est d'intérêt général? La protection de l'environnement, la protection des zones humides, la protection de l'eau, la protection des montagnes, la protection du littoral. Mais à chaque fois, on est dans la protection de telle ou telle chose. On est dans la protection, le développement, le maintien, etc., des zones humides, etc. Donc, il faut reprendre une écriture qu'on a déjà dans d'autres codes. Donc, il faut aller vers la protection, le maintien, le déploiement, le développement de l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage sont d'intérêt général. C'est la première chose. La référence à un intérêt général majeur. Alors, le majeur, je vais vous dire, et Sylvain l'a dit, de toutes les façons, aujourd'hui, quand même en droit, et quand même au regard de la Constitution, on a une égalité entre les intérêts généraux en présence, en droit, en principe. Donc, il n'y a pas un intérêt général qui va primer sur un autre. Ce n'est pas vrai, pas en principe. Donc, le majeur, pour moi, il n'est pas nécessaire. Alors, c'est vrai que politiquement, c'est vraiment pour insister, pour dire à quel point la protection de l'agriculture est d'intérêt vraiment important, mais le majeur, pour moi, est un chiffon rouge qu'il n'est pas nécessaire d'agiter. Quant à la référence, et là encore, alors Sylvain, je continue ta pensée, je pense, de faire ce lien entre souveraineté nationale, sécurité alimentaire d'ailleurs qui n'y est pas, et l'intérêt fondamental de la nation, là aussi, c'est très maladroit. On est aujourd'hui d'ailleurs avec un article 1er du Code rural qui définit déjà
hein, ce qu'est la souveraineté nationale. La sécurité alimentaire fait partie de notre corpus juridique parce que la France a signé les textes internationaux sur la sécurité alimentaire. Donc, on doit effectivement respecter la sécurité alimentaire. Mais cette notion d'intérêt fondamental de la nation, on va retrouver cette notion dans le code pénal, d'où déjà des amendements déposés pour modifier le code pénal, pour intégrer finalement cette agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation économique, voilà. Quant à l'utilisation de l'intérêt fondamental de la nation par le Conseil constitutionnel, c'est là où on se heurte évidemment à cette reconnaissance d'intérêt fondamental de la nation pour l'environnement dans la charte de l'environnement. Et là, évidemment, le Conseil constitutionnel ne peut pas faire autrement que de considérer qu'effectivement, on est là avec des intérêts fondamentaux hein, qui sont à équivalence. Donc, on a eu dernièrement une décision pour dire que la construction d'un méthanier pouvait porter atteinte à l'environnement de façon temporaire au nom de la protection de l'intérêt fondamental de la nation à assurer sa sécurité énergétique dans un contexte de guerre, etc. Donc en même temps, là, tout ça, c'est le Conseil constitutionnel qui définit un intérêt fondamental de la nation pour accéder de façon sécurisée à l'énergie. Donc on a une véritable construction juridique à porter. Alors quand je dis porter, c'est-à-dire les parlementaires, nous, les praticiens du droit, les avocats, les professeurs de droit, hein, on va construire quelque chose qui est un nouveau droit autour de cet intérêt général. Donc, pour répondre à ta question, il faudrait, oui, simplifier cet article premier, écrire simplement que la protection de l'agriculture, son maintien, son développement sont d'intérêt général, point. Quant à la souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire, ça figure déjà dans l'article premier du Code rural. Ok, je pense que parmi nos participants, il y a quelques personnes qui sont soit attachées parlementaires au Sénat ou au Parlement en général, donc peut-être qu'ils ont reçu le message. Il y a une première question, est-ce que cette loi va amener la rédaction d'un code rural de la pêche maritime, de l'environnement, finalement, ou pas? Excuse-moi, Gilles, va ramener. Est-ce que la loi, la première question, Ouais. c'est est-ce que cette loi va Ouais. amener à la rédaction d'un différent du code rural ou pas? Ou bien ça peut arrêter comme ça et puis il peut très bien ne rien se passer. Moi, j'ai une idée, mais je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est un point de départ. C'est-à-dire en 60-62, on a eu des lois Pisani, on a eu une réécriture totale du Code rural de 1804, hein, en gros. Donc là, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est est-ce qu'on veut une agriculture en France demain? Je ne suis pas du tout en mode, comment Oui. dire, j'ai pas ce tempérament ni pessimiste, ni emphatique, ni tout ce que vous voulez, mais moi, aujourd'hui, praticienne du droit dans les territoires, je vous le dis, la question se pose. Est-ce qu'on aura vraiment une agriculture demain en France et dans quelles conditions? Et je crois et je suis fermement convaincue que si on ne réforme pas en profondeur ce code rural en l'écrivant pour 2024 et les 10 ans qui viennent, effectivement, on va avoir un gros souci agricole en France. Sylvain, je pense que tu voulais répondre Alors, aussi. oui, parce que peut-être que le sens de la question, c'était de dire qu'on aurait un code unique pour le code rural et le code de l'environnement. Ah, Ça reste à déterminer. Malheureusement, enfin, on le voit, le code de l'environnement a été codifié à droit constant en 2000, et c'est infiniment compliqué en fait. Dès qu'on touche à l'un, en fait, c'est un effet de mécanisme en fait qui fait on touche à tout le reste. Donc, je suis pas certain que le législateur aujourd'hui ait l'ambition de faire un code unique. Bon, peut-être qu'on y arrivera. Moi, il ne me paraît pas indécent de mettre l'environnement et le droit de l'environnement et le droit rural sur le même plan, parce que pour moi, les choses sont totalement liées. Pour autant, ce serait un travail absolument de Romain, et je ne suis pas certain qu'on soit là-dedans. Je voulais juste et il rebondir sur un faudrait, point. excuse-moi Sylvain, un seul ministère, hein. Il faudra un seul ministère, je suis assez d'accord. Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais on le voit. En fait, non, mais c'est tout à fait ça. C'est ce que je rappelais en liminaire tout à l'heure. Chaque loi a vocation à défendre des intérêts spécifiques. Et donc, le droit de l'environnement défend l'environnement, le droit rural défend l'agriculture. Voilà, c'est aussi basique. Et donc, si effectivement on a un code, on a un ministère. Je suis complètement d'accord. Après, la question sur laquelle je voulais quand même un petit peu rebondir là-dessus, rebondir aussi, c'est en fait,
il ne faut pas confondre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ça c'est un point tout à fait majeur que Carole a commencé à évoquer. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des économistes libéraux qui qui veulent faire application de la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo en disant si d'autres sont capables de nous fournir l'aliment, alors on n'a pas forcément besoin d'avoir d'agriculture en France. La vraie question, pas la vraie question, c'est pas la seule, hein, mais l'une des questions fondamentales, c'est est-ce qu'on veut effectivement être en capacité de produire en France comme on l'a été? Encore une fois, il faut rappeler que on a été autonome d'un point de vue agricole que à partir des années 60, hein, donc c'est assez récent, et on ne l'est plus aujourd'hui. On est en déficit commercial. Donc là, il y a quand même une vraie question à se poser. Est-ce qu'on veut de la sécurité alimentaire ou est-ce qu'on veut de la souveraineté alimentaire? C'est deux questions qui sont tout à fait différentes. Et si on veut ça, il faut que le législateur français, notamment, pousse son raisonnement jusqu'au bout et accepte sur son territoire les produits qui sont, les productions qui sont fabriquées avec les mêmes produits, les mêmes intrants. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Ça c'est l'une des vraies difficultés. Et en fonction, je rappelle encore une fois, hein, on parlait de primauté du droit de l'environnement sur le droit rural, c'est une réalité juridique aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez dans le code rural l'ANSES qui est en droit, en application du principe de précaution, d'interdire des produits qui sont par ailleurs autorisés en Europe. Donc la question est là. Et donc la question qu'on a aussi à se poser fondamentale, c'est est-ce qu'on veut que nos agriculteurs disposent des mêmes outils que leurs autres, entre guillemets, concurrents européens ou pas? Et ça, c'est un vrai point majeur à mettre en exergue. Est-ce que ce qui est bon ou pas mauvais pour l'environnement en Europe a vocation à être identique en France? Et aujourd'hui, la réponse de l'administration est négative, puisqu'en fait, ils interdisent quelquefois plus de produits en France, d'intrants, que sur le reste du territoire. Tout en laissant les importations venir, ce qui pose une difficulté absolument majeure pour la survie économique de nos agriculteurs. Les questions commencent à venir. Donc, la première question, quelles conséquences concrètes la reconnaissance de l'agriculture comme intérêt général de la nation française peut-elle avoir sur les projets agricoles et l'activité des agriculteurs? Autrement dit, est-ce qu'avec ça, ce sera plus facile de mettre en place des retenues d'eau? Carole. Oui. Alors oui, c'est mon côté enthousiaste. Vous l'avez compris, l'intérêt général, c'est se préparer à beaucoup travailler et à défendre différemment l'agriculture. Donc, cet intérêt général, c'est un outil qui sera mis à la disposition des porteurs de projets, mais aussi des personnes qui vont accompagner ces porteurs de projets, que ce soit les bureaux d'études, mais que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit des syndicats, que ce soit des juristes, des notaires, des avocats, etc. Concrètement, quand on construit un dossier pour demander effectivement une autorisation de construction d'une retenue d'eau ou qu'on va déposer une demande de déclaration, eh bien, il va falloir aujourd'hui aussi apporter un volet de réflexion sur l'impact de cette retenue d'eau ou l'utilité plutôt de la retenue d'eau ou de tout ouvrage agricole au regard de cette protection d'intérêt général de l'agriculture. Quand on a un arrêté plan d'eau qui interdit la construction de retenues d'eau dans les zones humides, sauf intérêt général majeur, vous voyez bien ici la démarche qui va être de démontrer qu'effectivement, oui, il y a un intérêt général et en plus majeur, parce que ça, c'est l'approche européenne, ça va demander du travail. Ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, ce n'est pas vous dire que grâce à l'intérêt général, tout va tomber tout cuit et que tout va être permis en faveur de l'agriculture. Ce n'est pas vrai. Il va falloir se battre pour défendre ce nouvel intérêt. Et c'est ça qui est nouveau, mais si on n'a pas cette inscription dans la loi, c'est compliqué de le faire aujourd'hui, même si je vous avoue que je le fais déjà dans tous les dossiers que je traite, puisque je vous l'ai dit, l'intérêt général se constate, et comme l'a dit Sylvain, la souveraineté nationale et la sécurité alimentaire sont déjà une réalité dans l'article 1er du Code rural. Et ce sont en fait ces deux missions-là qui vont donner corps à l'intérêt général qui s'attache à l'agriculture. Alors, une question qui est peut-être un peu plus générale, le fait de placer l'agriculture comme une activité d'intérêt général pour assurer la souveraineté alimentaire n'est-elle pas en contradiction fondamentale avec la stratégie européenne Farm to Fork? Alors, ça sort un peu de la question juridique, mais dit différemment, finalement, est-ce que les impératifs européens ne vont pas primer
face à l'intérêt général, face à cette inscription? Oui, bah, Ah, c'est déjà le cas, hein, malheureusement. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut revenir à la base du sujet, c'est quelle est la capacité d'un pays, au-delà de la France, de n'importe quel pays, à nourrir ses populations. Ça, c'est assez clair. Et on va pas forcément rentrer dans le débat très précis de Farm to Fork, mais Farm to Fork aujourd'hui, mécaniquement, va emporter une réduction des productions. Donc, est-ce que cette réduction des productions va être encore de nature à assurer la capacité à alimenter tout le monde? Ça, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que de toute façon, l'environnement a une valeur constitutionnelle reconnue que n'a pas encore l'agriculture. oui, néanmoins, je vais temporiser quand même parce que après vous avoir dit qu'il faut se réveiller et qu'il faut défendre l'agriculture, vous avez pu remarquer que depuis que les agriculteurs sont descendus dans la rue, il se passe des choses. Et en particulier, il y a quand même eu un événement là, hein, la PAC va être simplifiée quand même, hein. Donc, c'est en train d'être fait, ça a été voté. On voit bien aujourd'hui que le Green Deal, je le répète, le Green Deal est une feuille de route. Ça n'a pas de portée juridique directe. Farm to Fork, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, ce sont des feuilles de route qui vous donnent des indications pour des textes réglementaires demain. Aujourd'hui, le règlement sur l'utilisation durable des pesticides, pour l'instant, est en arrêt. Le texte sur la restauration de la nature est en discussion. Donc, on a quand même aujourd'hui cette montée en puissance de cette attention plus forte portée à la sécurité alimentaire et la souveraineté nationale. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand vous lisez même les textes internationaux sur le climat, tous les accords de l'accord de Paris en particulier, il y a bien cité, mais dès le début de ces textes, la préoccupation de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que ces sujets-là sont déjà abordés à l'échelle internationale. Au niveau européen, il y a une préoccupation alimentaire qui est très forte. Il n'y a qu'en France, j'ai envie de vous dire, qu'on n'ose pas utiliser ce terme de sécurité alimentaire et qu'on n'ose pas se battre véritablement pour ce sujet-là. Mais ailleurs, surtout dans les pays où ils ont faim, c'est un sujet qui est essentiel. Donc moi, je crois véritablement qu'aujourd'hui, on part effectivement d'une situation qui ne nous est pas favorable. Et je rejoins Sylvain quand il dit, bah oui, le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas favorable et on est plutôt dans un système de décroissance. En même temps, en ce moment, il se passe des choses. Ça veut dire quoi aussi? Tout ça est humain. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont porter des messages différents et ça veut dire que les gens, d'abord les fonctionnaires français, vont devoir aussi porter un message beaucoup plus volontariste sur la protection de l'agriculture. Alors, je le dis en sachant que il y a des fonctionnaires qui écoutent et que c'est plus un message, on va dire, d'espoir qu'un message culpabilisant que je lance. Alors, autre question, justement, quelle action le secteur agricole peut-il entreprendre pour sécuriser l'utilisation de cet intérêt général et garantir son bon usage? Donc concrètement, c'est quoi le boulot à faire maintenant pour le monde agricole? C'est quoi tes recommandations? Carole, je vais juste me permettre un point, parce qu'en fait, ce que permet quand même cet intérêt général, encore une fois, on le voit dans les dossiers soumis à dossiers de demande d'autorisation, à études d'impact, etc. On demande une exigence de proportionnalité. Et ça c'est un point qui me semble intéressant. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous, en fait, pour le dire de façon assez directe, si vous n'êtes pas d'intérêt général, l'atteinte quelle que soit l'atteinte que vous portiez au milieu, il sera disproportionné. Et donc aujourd'hui, en fait, le fait de reconnaître, mais encore une fois, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin sur comment ça s'appelle, la jonction en fait entre l'agriculture et l'environnement. En revanche, ce qu'on a, c'est que sur les projets, on va regarder, il va y avoir une mise en balance nécessaire de la protection de l'environnement d'un côté et de la nécessité de la production agricole de l'autre. Et donc, on va se dire, est-ce que la production agricole porte une atteinte proportionnée ou non à l'environnement? Et en fonction de cela, on va peut-être autoriser certains projets plus facilement que d'autres. C'est une hypothèse de travail qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, très clairement, le principe de proportionnalité va complètement marquer. Et donc, on va faire rentrer dans la danse potentiellement cet enjeu-là. C'est exactement ce qu'on a par exemple sur les énergies renouvelables, où on vous dit, on a des atteintes à l'environnement, mais on a un intérêt général supérieur, qui est celui de la production électrique. Et donc, du coup, on peut
aller un peu plus loin sur ce qu'on aurait le droit de faire en temps normal. Donc de ce point de vue-là, c'est assez important. Et pour répondre à cette question-là, le monde agricole doit en fait appréhender cette notion d'intérêt général pour la mettre en avant dans le cadre des dossiers de demande. Il y a un autre élément aussi complémentaire. Vous savez, l'intérêt général de protection de l'agriculture joue déjà. Dans la loi récente qui a mis en place une assurance agricole, si le Conseil d'État a accepté que les libertés d'entreprendre des assureurs soient limitées, c'est au nom d'une protection d'intérêt général de l'agriculture face au changement climatique. Si récemment on a une loi qui vient enregistrer finalement, mais en même temps, comment dire, renforcer la protection des agriculteurs face aux voisins, l'argument qui a été mis en avant pour dire il faut un système de protection particulière des agriculteurs face aux voisins, c'est l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'agriculture. J'ai envie de dire que peut faire le monde agricole? S'imprégner de cet intérêt général en lien avec la protection de l'agriculture. Alors je sais, et la discussion aura lieu, et parfois on parle d'activité agricole, moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus généraliste, globalisante d'agriculture, qu'elle soit bio, pas bio, etc. C'est pas mon propos. On est là dans une production agricole et ça aussi c'est nouveau. On n'est pas juste dans la chaîne alimentaire, l'agro-industrie, non. C'est là, on parle véritablement du socle même de cette chaîne alimentaire qui est la production agricole. Et c'est cette production en réalité qui réclame aujourd'hui une protection. Donc, le monde agricole dans son ensemble doit s'imprégner de cet intérêt général, doit le porter tout en sachant que vraiment, l'idée n'est pas de dire, avec cet intérêt général, on se débarrasse des préoccupations environnementales. Je crois qu'on est très, très clair là-dessus, mais c'est une façon différente de concilier, de trouver un équilibre entre ces différents intérêts. Parce que on le dit souvent, on a tous besoin de manger 3 fois par jour, mais on a quand même besoin de boire de l'eau potable et on a quand même besoin de respirer un air sain. Donc, vous voyez qu'il va falloir trouver la quadrature du cercle avec, et on n'en a pas parlé, mais Gilles, Sylvain, enfin, on y est très attachés, c'est l'aspect revenu agricole, économique et social, bien entendu. Qu'on n'aille pas ensuite dire que cette réflexion, elle est juste axée sur l'aspect environnemental ou autre. L'économie, le social, évidemment, font partie d'équations Alors, dans l'intérêt général de l'agriculture. une question qui revient, on revient toujours un petit peu à la même chose quelque part, mais enfin, c'est dit de manière différente et c'est par rapport à l'Europe. La question, étant donné que la protection de l'environnement est inscrite dans l'article 119 du TFUE, avec la sécurité alimentaire, donc pas l'agriculture, et que l'Union européenne se préoccupe beaucoup de l'environnement, comment cet intérêt général jouera-t-il dans la hiérarchie des normes et la retranscription ou l'application des règlements, sachant que la sécurité alimentaire est prise dans le sens santé publique au niveau international? J'ai une première réponse rapide. Si la protection de l'agriculture n'était pas d'intérêt général, il n'y aurait jamais eu la PAC. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même comprendre que la distribution d'argent public, elle est légitime dès lors qu'elle est là pour satisfaire un intérêt général. Donc, en réalité, l'agriculture, sa protection est d'intérêt général depuis l'origine de l'Europe. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Deuxièmement, justement, le travail sur la PAC, il doit être aujourd'hui plus organisé autour d'une préoccupation de production, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc tout ça n'est absolument pas antinomique. Troisième élément, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, eh bien, il va falloir que la France, si elle souhaite porter son agriculture, se batte aussi sur ce registre-là, en sachant que la sécurité alimentaire n'est pas qu'une question sanitaire. Quand on regarde les textes internationaux, on voit bien que la sécurité alimentaire, ça porte aussi sur un droit à l'alimentation de chacun, le droit d'accéder à une alimentation qui soit présente certes en qualité, mais aussi en quantité, à des prix abordables. Et l'accès à l'eau fait partie de la sécurité alimentaire. Alors, j'aimerais poser une question suivante aussi, c'est finalement, quand on écoute ça, tout le monde a envie de bien manger, tout le monde a envie d'avoir une agriculture qui fonctionne bien. Donc,
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un consensus autour de cette question d'intérêt général? Quels sont les intérêts qui auraient intérêt à limiter la portée de ces amendements, de cette proposition? Et peut-être un élément de réponse qui vient d'une question, dans quelle mesure les lois visant à protéger l'environnement cachent-elles l'intérêt idéologique de promouvoir la décroissance, exposant ainsi l'Europe à une perte de compétitivité et à une précarisation économique par rapport à d'autres pays? Donc peut-être qu'il y a la réponse dans la question, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un consensus, est-ce que vous voyez un consensus général autour de cette question d'intérêt général, justement, pour l'agriculture, puisque tout le monde a quand même envie de bien manger en France? Ouais, si je me lance la première, mais Sylvain complétera, j'ai envie de dire qu'il y a un consensus, oui et non. C'est-à-dire sur le fait de déclarer qu'il est d'intérêt général de protéger l'agriculture, je crois qu'il y a un vrai consensus aujourd'hui, et vous l'avez vu, hein, les écologistes, mais la gauche, l'extrême gauche, hein, sont venus au soutien des manifestations des agriculteurs. Donc, a priori, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. L'agriculture, c'est important. Bon. Après, la question qui se pose derrière, c'est de quelle agriculture parle-t-on? Et c'est plutôt ça le sujet, hein, qui vient derrière. Est-ce qu'on est sur une agriculture, effectivement, qui relève d'un contexte environnemental uniquement? Ou est-ce qu'on est dans une agriculture qui va prendre en considération d'autres éléments économiques, sociaux, environnementaux? J'ai envie de vous dire que la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est assez extraordinaire, c'est est-ce qu'on est toujours dans le développement durable, 1992, ou est-ce qu'on a basculé effectivement dans ce que l'on appelle l'éco-économie, c'est-à-dire que l'économie est juste un élément de l'écologie, avec les limites planétaires, avec la sobriété, même avec la transition écologique, hein, qui nous embarque effectivement vers une approche qui est de dire on va gérer la pénurie et on va gérer le moins, parce que le moins serait équivalent du mieux, et un moins qui serait, comment dire, qui ne dépendrait pas de la science, hein, si je vais jusqu'au bout quand même, hein, de l'approche. Donc oui, on va avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Il faut s'y préparer, c'est évident. Et c'est un choix de société, donc il ne faut pas se voiler la face. On a aujourd'hui une tension très forte entre deux visions. Est-ce qu'on est en développement durable et en conciliation de l'économie, du social et de l'environnement et de la santé, et on cherche à concilier l'ensemble? Ou est-ce qu'on est passé dans une éco-économie, ce que veulent certains, une économie de la sobriété et du moins, moins de phyto, moins de tout, hein, et j'ai envie de dire aussi moins d'agriculture. Et moins d'aliments aussi, parce qu'il y a une question, ça revient un peu enfin, c'est ce qu'on dit en permanence, hein, c'est un peu le mythe de Martine à la ferme qui sera en capacité, finalement chacun peut être un peu Martine à la ferme dans son jardin et être en autonomie alimentaire. Enfin, les faits juste démontrent que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, moi, si je voulais faire pousser des carottes chez moi, je n'ai pas la compétence. Enfin, bon, on peut l'acquérir cette compétence, mais de toute façon, on n'aurait pas assez d'espace si on veut effectivement rentrer dans une voie de déclin. Et c'est pour ça que Carole le dit à très juste titre. Et c'est vraiment le motto qu'on pousse à chaque fois. On n'oppose pas agriculture et environnement. Il faut que les deux marchent la main dans la main. Et une fois qu'on a des productions agricoles vertueuses, il faut qu'elles soient aussi et surtout en capacité de nourrir aussi les populations. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir en fait ces mouvements de décroissance parce que finalement, c'est des soucis de riches, pardonnez-moi, enfin, pour pas dire d'enfants gâtés. Aujourd'hui, on ne meurt plus de faim dans les pays développés. Et donc, du coup, on va se dire, bah, si on réduit la nourriture, finalement, c'est une variable d'ajustement. L'alimentation n'est pas une variable d'ajustement. Donc, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de se nourrir, un, sainement, et deux, surtout suffisamment. Et le mythe de la décroissance ne permettra absolument rien de tout cela. Enfin, et après, c'est deux modèles de société différents. Mais encore une fois, quand vous demandez ça demandez sur les pays qui sont dépendants des importations agricoles, ils ont une vision qui est beaucoup plus nette là-dessus. On a besoin d'alimentation, point. Encore une fois, la Russie a fait exploser ses productions céréalières. C'était pas que pour ses besoins personnels, c'était aussi pour des raisons diplomatiques. Donc, il faut jamais oublier que l'agriculture, elle a une fonction vivrière, elle a une fonction culturelle aussi, parce qu'on exporte notre culture, notamment la culture française via notre agriculture, et elle a une fonction diplomatique aussi. Donc, on peut effectivement partir du principe que on casse tout, Martine à la fin va aller bien, mais alors dans ce cas-là, on perd aussi notre influence et on perd en diplomatie. L'agriculture reste un outil diplomatique.
Ma question était plus, est-ce que toi, Carole, qui est assez active dans les discussions autour de cet intérêt général, est-ce que tu sens qu'il y a un consensus autour de ça, finalement, et qu'il n'y a pas une grande opposition, ou bien est-ce que tu sens déjà, toi, voir une opposition pour essayer de casser cette notion d'intérêt général dans l'agriculture? C'était plutôt ça ma question. D'accord, bah la réponse, alors je vais la faire très rapide. Moi, je pense qu'on va avoir des discussions à l'Assemblée nationale en mode évidemment qu'il est d'intérêt général de protéger l'agriculture, mais le seul intérêt général qui va être acceptable, c'est celui qui va reconnaître une agriculture décroissante. Je la fais courte, hein. Mais on va avoir d'un certain côté de l'Assemblée ce discours en disant nous on est pour, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'écrivez pas que la seule agriculture qui est valable, c'est celle qui est décroissante, ah, du coup on ne pourra pas voter pour. Tu vois, donc tout le monde est d'accord, mais je pense que la limite, ça va être de dire si vous ne définissez pas la bonne agriculture comme étant d'intérêt général, on ne votera pas. Enfin, on sera en opposition. Voilà. L'enjeu, il va être là, hein. Donc, tout ce que vient de dire Sylvain, les députés doivent se préparer, en tout cas, à avoir ce débat-là, hein, sur l'agriculture, hein. Et derrière, c'est quelle agriculture voulons-nous? On en revient toujours à ça. Mais là, maintenant, la question, elle est quand même pressante. Et ce qui s'est passé en début d'année, je le répète, hein, doit quand même obliger, et c'est pour ça qu'on en est là, hein, oblige le législateur à se positionner. Donc, on aura un débat à l'Assemblée nationale et on aura le même au Sénat. Donc, pour résumer, la question de l'intérêt général, ça ne va pas empêcher d'avoir ce clivage entre les types d'agriculture enfin, ce débat autour des types d'agriculture qu'on va avoir. Ce n'est pas parce qu'on aura mis ça dedans que les jeux seront faits et terminés. En revanche, ça va quand même être un instrument utile d'un point de vue juridique pour pouvoir renforcer la position de l'agriculture dans le cadre de conflits, je dirais, avec d'autres, avec l'environnement ou avec d'autres choses, parce qu'elle sera quand même renforcée dans la hiérarchie des normes. Ceci dit, avec ses limites, et ces limites, il faudra effectivement les lever, enfin les définir en continuant à travailler ce texte, en continuant le décliner dans le code rural, mais certainement aussi dans des jugements, je présume. Donc, voilà. Écoutez, je pense que là, on arrive à midi pile. On a fait 1 heure exactement. J'espère que tout le monde a profité de ces débats. Malheureusement, on ne peut pas vraiment donner la parole orale aux gens, mais on a quand même pu traiter la plupart, quasiment toutes les questions qui ont été posées. Et j'espère qu'on aura un nouveau webinaire bientôt sur des sujets aussi passionnants avec vous deux ou bien avec d'autres intervenants. Merci en tout cas à tous les. Nous étions aux alentours de 90 à suivre le webinaire. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous. Merci.